Nous sommes évidemment ravis de nous retrouver pour cette troisième session. Cette session est une member session, donc elle est finalement en organisation plus restreinte par rapport à l'année dernière, par rapport à il y a depuis les 2 jours. On est un petit peu fatigué de tout ce qui s'est passé. Donc l'idée dans le développement de notre société savante, avec Michel Noguès ici présent, on voulait inviter une personne importante qui soit en capacité de nous aider à voir out the box, une personne qui ait le courage de penser peut-être largement la science et la santé. Et donc on va évidemment vous présenter 2-3 choses. Je commence par peut-être la base et de rappeler 2-3 informations, mais vous les connaissez. La Haute Autorité de Santé, en 2011, a fait un rapport qui donc voulait encourager la prescription des thérapeutiques non médicamenteuses. Et il se trouve qu'à Montpellier, avec mon ami ici présent, Michel Noguès, on s'est dit qu'il fallait penser out the box. Je dirigeais à l'époque un laboratoire de recherche universitaire classique. Et on se disait qu'il fallait peut-être associer des patients, des praticiens, des opérateurs de santé pour réfléchir à un modèle d'évaluation. Et donc on a créé une plateforme universitaire, pas un laboratoire, parce que l'académie ne supportait même pas d'inviter des patients dans nos laboratoires pour réfléchir. Et l'université m'a envoyé un courrier un jour en m'interdisant qu'un patient rentre dans l'université parce qu'il n'était pas, évidemment, étudiant. Vous imaginez. Donc on s'est dit qu'on allait penser effectivement cette plateforme et avec une vision de moyen terme, parce que la science est contre-intuitive, elle est lente, mais en même temps, elle est sûre et elle avance pas à pas. Et on s'est dit qu'il fallait absolument penser non seulement un modèle d'évaluation co-construit, mais également un système qui pourrait être partagé aux usagers, partagé aux professionnels, et que finalement on crée un cercle vertueux, tout simplement comme le médicament l'avait fait dans les années 60 en créant un modèle de validation scientifique repris évidemment dans la réglementation et permettant d'améliorer en continu les offres sur les interventions non médicamenteuses. Et donc finalement on réfléchissait à cette chaîne de valeur. Donc ça a conduit au livre que vous avez, qui a été publié extrêmement récemment avec donc cet ouvrage collaboratif qu'on veut intituler Livre blanc, dont l'optique est finalement de pouvoir co-construire ce modèle effectivement au niveau national. Et on a fait quoi pendant ces quasiment 10 ans, et plus précisément depuis la création de cette société savante internationale des interventions non médicamenteuses, basée à Paris, parce qu'il n'y a pas que Montpellier. Je pensais que Montpellier était le centre du monde, mais peut-être que Paris est quand même le centre du monde. Désolé. Et effectivement, on s'est dit qu'il fallait lentement, mais sûrement, regarder toute la littérature avec un de mes étudiants, doctorants, médecin de formation, qui a refait une revue de la littérature et en disant il y a 46 modèles d'évaluation des interventions non médicamenteuses. Donc cette cacophonie pouvait induire dans la réalité que finalement on interprète la science avec des outils qui ne sont pas les mêmes et finalement tout est validé en fonction des méthodologies qu'on utilise. Et donc, lentement, mais sûrement, et je veux remercier celles et ceux qui sont ici parce qu'ils y ont contribué, celles et ceux qui sont en ligne, qui nous écoutent, pour certains parce qu'on est une société internationale, peut-être au Québec ou en Australie, en français ou en anglais. Effectivement, on a avancé pas à pas pour co-construire un modèle d'évaluation des interventions non médicamenteuses que nous avons présenté aux autorités de santé, de la Haute Autorité de Santé, en passant par le ministère de la Santé, en passant par l'assurance maladie, la CNSA, la Santé publique France, et j'en passe, et récemment donc à l'Académie de médecine, en disant finalement on arrive à mettre des Français d'accord. Ça arrive, à 1000 personnes, on a réussi finalement à se mettre d'accord sur un modèle d'évaluation evidence-based medicine, et en même temps, c'est important, une approche centrée patient. Et donc nous avons réussi à construire ce modèle avec l'optique, évidemment, de dire, d'une part,
comment on qualifie ces interventions non médicamenteuses. Parce que spontanément, ce mot horrible, négatif, on va peut-être en parler durant la matinée, effectivement, on a l'impression que c'est anti-médicament ou que c'est médecine alternative. Non, c'est au contraire. On se sert de l'ADN, finalement, de la recherche médicamenteuse pour appliquer aux interventions non médicamenteuses des recherches rigoureuses qui vont permettre d'être partagées aux patients. Et donc, nous avons travaillé à, évidemment, spécifier ce que sont les interventions non médicamenteuses, et un mot très très important, et ce sont des solutions de santé. On n'est pas là pour parler de diagnostic médical. Ça relève effectivement de notre champ. Ça relève du champ de la médecine, de poser des diagnostics. Nous ne sommes qu'une partie de la réponse d'une solution. Et effectivement, ces solutions peuvent, dans certains cas, être en première intention, dans certains cas en seconde intention, et dans certains cas en complémentarité avec des traitements, des chirurgies, des hospitalisations, des dispositifs médicaux, des médicaments, etc., etc. Et on a des exemples, évidemment, en oncologie très, très importants. Donc, nous sommes dans cette définition, donc établi l'idée que c'est un protocole, donc ce n'est pas un mode de vie, donc ça a une durée limitée, de prévention santé, et on va en parler évidemment, ou de soins, efficace, donc efficace veut dire des choses importantes et des études qui vont mesurer et les bénéfices et les risques. Personnalisé, ce n'est pas une recette toute bête qu'on applique, évidemment, on va pouvoir la personnaliser en fonction du contexte de vie, en fonction de la personne, de ses préférences, mais en restant dans un cadre qui a été établi par la science. Non invasif veut dire qu'évidemment, en fonction de ça, on peut dire qu'on n'est pas de la chirurgie, et on a été obligé de le mentionner. Référencé, ça veut dire intégré dans un référentiel, et encadré par un professionnel qualifié, ça veut dire qu'il n'est plus qualifié comme un kinésithérapeute, mais il est aussi qualifié sur une intervention. Exactement comme l'aéronautique, pour sécuriser les choses, il y a une quarantaine d'années, l'a fait, c'est-à-dire il y a un brevet de pilote et il y a des qualifications par appareil. Et donc nous avons co-construit ce modèle avec un nombre important de personnes, avec un comité d'experts venant de la santé publique, venant de la méthodologie, de l'épidémiologie, de la biologie, des sciences sociales, pour effectivement faire des recommandations à chacune de ces étapes, à la fois éthiques et à la fois des recommandations méthodologiques sur, je vais passer très vite parce que vous les connaissez, mais je voudrais juste le rappeler, des modalités qui ne sont pas très bien connues dans la recherche en santé, d'une part des études prototypiques pour dire comment on peut définir précisément ce qu'est un protocole de prévention ou de soins, et une autre partie très importante des études d'implémentation, parce qu'on peut dire qu'il y a des essais cliniques en Chine, mais la réalité, c'est que est-ce que l'implémentation est véritablement faite en France et est-ce qu'on a les mêmes résultats? Donc il y a des recommandations qui ont été faites par des méthodologistes, notamment américains et notamment canadiens, pour dire que ces études d'implémentation, elles doivent se faire dans le pays pour qu'effectivement on retrouve des résultats qui soient conformes à ce qui a pu être obtenu dans des essais interventionnels. Et donc je voudrais juste saluer, parce qu'il nous a beaucoup inspiré, un monsieur qui s'appelle Daniel Schwartz, qui a été un des grands chercheur méthodologiste de la santé et qui effectivement parlait déjà de ces études effectiveness et qui disait qu'il fallait absolument le mettre en œuvre. Vous voyez, on a simplement suivi les règles et on a simplement suivi une démarche pas à pas pour arriver à ce modèle. Et évidemment, aujourd'hui, toute la question, et on remercie Iveta Nagiova, thank you very much to be here, vraiment de dire qu'on doit co-construire avec finalement un niveau français, mais peut-être un niveau européen, la question du référencement de ces interventions non médicamenteuses et de ce partage. Et donc, nous avons à réfléchir à finalement comment on peut co-construire un process de validation qui va toucher évidemment le juriste, qui va toucher aussi la réglementation, donc de la recherche vers l'application et finalement vers une amélioration continue. Donc ce modèle, nous l'avons construit avec l'idée qu'on devait avoir une fiche standardisée décrivant une intervention non médicamenteuse. Donc à la fois, elle est décrite, elle est explicable, elle est efficace, elle est sûre et elle est implémentable. Donc ça veut dire qu'elle a un code. Ça veut dire que demain, par les systèmes d'intelligence artificielle, on pourra suivre non pas la psychothérapie, mais une psychothérapie. On pourra suivre non pas la kinésithérapie, mais des méthodes de kinésithérapie. On pourra suivre des interventions diététiques ciblées en fonction des contextes, des programmes d'éducation thérapeutique, etc., etc., de l'ergothérapie et quel programme d'ergothérapie pour prévenir la chute chez la personne âgée. Bref, plein de disciplines vont pouvoir profiter de l'idée qu'il faut effectivement des métiers
mais il faut aussi des protocoles ciblés, manualisés, si on voulait employer un terme anglo-saxon. Et donc le résultat, merci d'avoir été là aussi nombreux, on a beaucoup d'espérance sur notre modèle et sur ce référentiel des interventions non médicamenteuses, mais souvent, pour l'avoir vécu, beaucoup d'universitaires publient des articles et finalement ça reste un petit peu concret. Eh bien, nous avons voulu passer à un aspect beaucoup plus concret, donc par le partage de ce référentiel des interventions non médicamenteuses, à la fois au grand public, avec du langage grand public, et en même temps des protocoles destinés aux professionnels. Et donc cet enjeu, c'est de le faire d'emblée au niveau européen, donc il est en français et en anglais, et avec l'obligation, entre guillemets, pour nous, et les experts qui vont évaluer chacune de ces fiches, d'être à la fois indépendants et en même temps de pouvoir concrètement contrôler, et on veut que la Haute Autorité de Santé soit en capacité de contrôler tous les process de validation de ces interventions non médicamenteuses et de revenir s'il y avait tel ou tel problème. Voilà, on veut ce système très ouvert. Donc tout ça conduit, je vais y passer 30 secondes, Madame la Ministre, si vous permettez, sans dire que vous êtes là, mais c'est que vous êtes quand même le cœur du sujet, dire à quel point le monde de la santé est en train de rentrer dans des confusions où tout devient médecine, où tout devient santé, et où tout est dans tout et vice-versa. Et notre enjeu, c'est de dire que ce référentiel des interventions non médicamenteuses doit être pratiqué par des professionnels de la santé dans une logique et une éthique de santé fondée sur la science, qu'elle ne remet pas en cause tout ce qui va être de l'ordre des activités culturelles dans un EHPAD, fréquenter des gens, jouer à des jeux de société, écouter de la musique, ça ne remet pas en question toutes ces questions, tous ces aspects-là. Mais à côté, les interventions en santé exigent de la part des professionnels une éthique irréprochable de la mise en œuvre de ces interventions non médicamenteuses, s'ils sont spécialistes d'interventions non médicamenteuses, et d'autres professionnels qui vont évidemment être dans le médicament, dans le dispositif médical, dans le geste médical ou autre. Et donc notre référentiel veut simplement, et nous ne sommes qu'une société savante, offrir une connaissance, et ensuite c'est aux professionnels de l'utiliser au cas par cas en fonction des patients. Ce n'est pas à une société savante d'en décider. Et un autre point très important, c'est que ce n'est pas une société savante de décider du remboursement de côté assurance maladie ou des complémentaires santé ou d'autres organisations sociales qui peuvent aider à la santé. C'est évidemment ensuite à ces décisionnaires et ces payeurs de financer ce qu'ils trouvent tout à fait pertinent dans les organisations territoriales comme les CPTS ou comme d'autres organisations beaucoup plus ciblées, par exemple chez les médecins généralistes. Alors, comme vous pouvez le voir, Madame la Ministre, on est parti de loin, mais on sait exactement où on va. On s'est fixé ici avec l'ensemble des membres adhérents, peut-être un rêve fou qui dit que finalement on peut innover en France et on veut aller plus loin, et donc on veut l'étendre au niveau européen. Donc grâce et avec Iveta, en tout cas le 5 décembre prochain, nous allons organiser et l'INSERM, donc une session à Bruxelles pour poser les questions autour de la réglementation des services de santé. Autant il y a une réglementation européenne très forte sur les produits et sur les dispositifs, autant il y a de la réglementation européenne sur les promotions. Mais au milieu, il y a un chaînon manquant et on veut leur dire que nous, les Français, peut-être qu'on a 2-3 choses à dire et qu'on veut le faire avec eux. Et que voilà. Et donc c'est tout l'enjeu de la matinée, en tout cas des 45 minutes qui vont suivre, de pouvoir échanger avec vous. Donc on est très, très, très honorés, évidemment, d'accueillir Madame la Ministre, Agnès Buzyn. Son CV parle pour elle. Elle est médecin, elle est rationnelle, elle veut avancer, elle est courageuse et on est très, très honorés. Peut-être votre première réaction? Merci beaucoup, chers collègues, cher Grégory. D'abord, merci pour cette invitation, mais surtout, merci pour le travail extraordinaire que vous avez produit depuis plus de 10 ans maintenant et la ténacité qu'il a fallu pour faire comprendre la nécessité d'introduire du rationnel scientifique dans quelque chose que tout le monde attend, en fait, qui est un besoin exprimé par tous, les patients d'abord, qui recherchent désespérément
ce qu'ils appellent, eux, des alternatives, et donc on les voit se tourner vers des médecines, entre guillemets, alternatives et complémentaires, sans aucun rationnel scientifique, mais parce qu'ils sont à la recherche de quelque chose qui pourrait leur faire du bien en dehors d'une prescription médicamenteuse. Et donc vous répondez à ce besoin très important. Vous répondez aux besoins des médecins, et je vais y revenir, et puis vous répondez aux besoin des pouvoirs publics quand on voit ce qu'aujourd'hui l'assurance maladie rembourse en termes de médicaments et ce que ça pèse dans notre système de santé. Nous sommes tous persuadés ici en tant que professionnels qu'il y a beaucoup de non-pertinence dans les prescriptions et que c'est souvent une facilité de prescrire un médicament. Ça rassure le malade, ça fait gagner du temps aux médecins, alors que la prescription d'une intervention non médicamenteuse, ça peut prendre plus de temps. Et donc, je vous remercie vraiment d'avoir tracé cette route et de continuer à la tracer. Vous pouvez compter sur mon implication. Je reviendrai sur les besoins exprimés par les médecins et vous laisse évidemment la parole. Non, je vous en prie, vraiment. Alors je continue. Allez-y, je pense qu'on est, encore une fois, on va essayer aussi d'échanger et d'avoir peut-être des questions dans la salle. Michel va aussi animer, mais vraiment, faites-nous part de votre regard, effectivement pour le médecin, et puis peut-être aussi de votre expérience qui est grande aussi à l'international, de dire est-ce que c'est valable ce sujet que pour la France, est-ce que c'est valable aussi pour l'Europe, est-ce qu'on peut aller plus loin, est-ce qu'il faut y aller, voilà, on est là avec vous. Alors, il y a beaucoup d'aspects. Alors, je vais commencer par le besoin médical. Aujourd'hui, nous sommes absolument tous persuadés de l'importance de la prévention en santé, au sens très large du terme, prévention et promotion de la santé. Nous savons que nous avons un enjeu de santé publique majeur pour réduire le burden of disease, comme on dit, la poids des maladies chroniques dans le système de santé, pour éviter la dépendance, puisque l'on sait maintenant que les maladies chroniques sont responsables de la perte d'autonomie et qu'il y a un continuum. Donc quand on voit le poids de la dépendance, faire de la prévention en amont, c'est évidemment extrêmement important. Et il y a deux façons d'aborder la prévention et la promotion de la santé. Il y a la façon classique, prévention primaire, prévention secondaire, prévention tertiaire, vous la connaissez. Il y a ce qu'on appelle la promotion de la santé, c'est-à-dire les grandes campagnes d'information sur l'arrêt du tabac ou l'alimentation saine, etc. Mais il y a une autre façon de voir la prévention que je trouve maintenant plus intéressante, quelque part, maintenant qu'on a bien décrypté ce qu'est la prévention primaire, secondaire, tertiaire. Et je ne vais pas y revenir parce que je pense qu'ici, vous êtes tous à peu près au fait, même sûrement au fait. C'est ce qui sont les interventions de prévention qui peuvent être prescrites par des professionnels de santé et ce qui est d'ordre sociétal, intersectoriel et qui ne dépendent pas du monde de la santé. Et je pense que c'est plus intéressant. Par exemple, je me suis beaucoup opposée, opposée, ça n'a pas de sens parce que évidemment le gouvernement fait ce qu'il veut, mais au fait qu'on appelle le ministère de la Santé et de la Prévention. Je trouvais que ça réduisait considérablement la capacité à agir en promotion de la santé et en prévention, parce que le ministère de la Santé ne peut pas faire la promotion du vélo, ne peut pas faire en sorte que les enfants soient éduqués à une alimentation saine. Voilà, il y a énormément de champs qui nécessitent des actions des mairies, des conseils départementaux, des conseils régionaux, d'autres ministères qui ne sont pas le ministère de la Santé. Et par contre, je pense qu'il faut aider les professionnels de santé à s'inscrire, à faire plus de prévention médicalisée dans le sens professionnalisé, parce que d'autres professionnels de santé que les médecins, bien entendu, peuvent tout à fait s'inscrire dans cette démarche. Et je trouve ça plus intéressant parce que en réalité, aujourd'hui, les médecins ont une injonction de faire de la prévention. On leur a donné une consultation de prévention qu'on va remplir avec des cases à cocher et des messages à donner, mais on n'est pas du tout certain de l'impact de cette consultation prévention. On est même plutôt certain que ça n'aura pas d'impact, si ce n'est que d'acculturer les professionnels de santé à ce qu'est la prévention. Mais par contre, ils ont besoin d'outils. Et ils ont vraiment besoin d'outils sur la base d'un rationnel scientifique
Et ce rationnel manquait. Donc, ils étaient évidemment, ils avaient l'injonction d'aider leurs patients à arrêter de fumer, ils avaient l'injonction de les aider à faire de l'activité physique, mais sans beaucoup de data, sans beaucoup de données objectives pouvant convaincre les patients. Et donc, on était un peu dans un flou de discours qui réduisait l'impact, en fait, et la portée de ce qu'ils pouvaient apporter aux malades. Donc là, je trouve vraiment que vous allez outiller les professionnels de santé, médecins, kinésithérapeutes, pharmaciens, infirmiers, à faire de la vraie prévention primaire ou secondaire sur des facteurs de risque éventuels avec un rationnel scientifique, et nous ne l'avions pas. Donc ça, c'est absolument indispensable. La deuxième chose que je veux souligner, c'est à quel point c'est puissant. Ça m'a frappé quand j'ai pris la présidence de l'Institut national du cancer, qu'on a rédigé le plan cancer en 2013 pour le lancer en 2014, le 3e plan cancer. On a regardé un peu et surtout on s'est beaucoup intéressé à tout ce qui pouvait réduire la rechute, le risque de rechute, notamment dans le cancer du sein. Et c'est là où sont sorties les premières études de l'activité physique en prévention secondaire donc de la rechute dans le cancer du sein, avec un impact. Alors, est-ce que la méthodologie était la bonne? Est-ce qu'elle aurait répondu à votre référentiel? Je n'en sais rien. Et je ne suis pas capable d'avoir le regard méthodologique sur ces études, mais quand même, elles ont fait le tour du monde. On était aussi puissant par l'activité physique en post-cancer que l'hormonothérapie. Ça n'est pas rien. C'est énorme, en fait. Ça réduisait le risque de rechute de 20%. En cancérologie, c'est considérable. Ce n'est pas 3-4% comme on l'obtient avec certaines chimiothérapies, c'est 20%. Donc voilà, ça m'a marqué et je me suis dit, mais en fait, on n'exploite pas tout ce potentiel d'intervention non médicamenteuse. Je ne l'appelais pas comme ça à l'époque, on appelait ça la recherche interventionnelle, mais on ne l'exploite pas assez. Et en cancérologie, évidemment, on en a besoin, mais on en a besoin évidemment face aux maladies cardiovasculaires, au diabète, et j'en passe. Il y a maintenant de plus en plus de données qui sortent, qui sont basées sur des observations en population générale. Je pense qu'on a encore besoin d'outils méthodologiques pour valider ne serait-ce que les 6 000 pas par jour ou les 10 000 pas par jour qui réduisent le risque de cancer, d'Alzheimer, de Parkinson, etc. Tout ça sont basés sur des très grandes études observationnelles. Je ne suis pas sûre encore que le rationnel scientifique soit suffisamment puissant pour en faire une recommandation très forte. Évidemment, marcher, c'est très bien, mais on attend des sociétés savantes, non seulement françaises, mais européennes et de l'OMS, aujourd'hui, une vraie promotion de ces interventions non médicamenteuses. Je trouve aujourd'hui que l'OMS a pris un drôle de tournant. Alors l'OMS, c'est une institution éminemment politique. Le directeur général a eu besoin d'appui, notamment pour sa réélection, d'appui de différents pays qui ont un poids régional. Et donc, le directeur général a créé un certain nombre d'institutions dans les pays, d'institutions, entre guillemets, filles de l'OMS dans différents pays. Et il a créé un institut des médecines alternatives et complémentaires en Inde, mais pas pour promouvoir les interventions non médicamenteuses validées scientifiquement, pour promouvoir les ventouses chinoises, enfin, je ne vais pas rentrer dans l'homéopathie, mais en tous les cas, il n'y a pas derrière cette vision de la nécessité de valider scientifiquement ces interventions. Et là, je trouve qu'on prend un risque considérable pour la santé publique à l'échelon international. Et je crois que là, vous avez un rôle de lobbying puissant à faire, peut-être en commençant par l'Europe, mais au niveau de l'OMS pour introduire ces recherches à un niveau qui permettra des améliorations et qui évitera surtout la prescription médicamenteuse qui s'accélère aujourd'hui dans le monde et dont on sait qu'elle n'est pas toujours pertinente. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci Madame la Ministre. On va se permettre de passer la parole à la salle. Moi, je veux revenir sur deux petites choses qui sont un petit peu là, non pas la synthèse, mais bon, qui sont ressorties de ces deux journées.
Tout à l'heure, Grégory Nino évoquait le mot INM, etc. Et puis simplement, je veux le citer parce que ça a été dit, et ça a été dit par l'assurance maladie. On dit bien les antibiotiques, c'est pas automatique. Et donc, c'est pas négatif. C'est pas négatif si on dit le mot INM parce que ça veut dire que le médicament, c'est pas automatique et qu'il y a d'autres choses. Moi, donc, c'est ressorti de façon directe. Et l'assurance maladie nous a dit également, écoutez, jusqu'ici, on n'avait pas de cadre. Eh bien, on en a un. Après, on va construire. Pour construire, il faut connaître. Donc, connaître, aujourd'hui, on a une très mauvaise connaissance, c'est vrai, des pratiques qui se font, etc. Ce sera notre rôle, ce que j'appellerais la traçabilité. Moi, je voudrais en venir à une question toute simple, c'est que notre sujet, il est bien sûr, et c'est, je dirais, beaucoup plus facile, c'est celui des professionnels. Effectivement, on va avec notre référentiel vers des outils métiers. Je pense que ce type de démarche, elle correspond bien au professionnalisme qui est dans notre pays. On pourra après évoquer au niveau de l'Europe. Mais c'est au niveau des personnes, au niveau de la population. On a aujourd'hui beaucoup de mal, vous l'avez dit tout à l'heure, à concevoir le bon message de la prise en charge, de l'appropriation de la santé, d'une santé au sens large, au sens holistique. Qu'est-ce que vous pourriez, là, on va se mettre dans une position toute humble et vous dire quels conseils vous pourriez nous donner sur l'approche de la population? Alors, je suis vraiment convaincue que votre société savante doit s'expandre et qu'elle doit faire entendre sa voix. Vraiment, je pense que vous faites partie de ce que sera la médecine de demain. Une médecine fondée sur les preuves, une médecine utile et qui est vraiment un champ insuffisamment exploré. Alors, mes conseils, j'en parle régulièrement avec Grégory, mais mes conseils, c'est d'abord de vous faire connaître des acteurs de la santé. Et les grands acteurs de la santé, c'est l'assurance maladie, c'est la Haute Autorité de Santé pour qu'elle inclue vos recommandations de façon systématique dans les recommandations de bonne pratique. Pour ça, il faut que vous soyez représentés dans les groupes de travail. C'est-à-dire que s'il n'y a pas quelqu'un de la société savante qui vient avec des études dans les groupes de travail, des recommandations en cours, et il faut regarder quel est le programme de travail de la HAS. Le programme de travail de la HAS, il est public, les groupes de travail se constituent et c'est public. Il faut qu'à chaque fois que vous voyez une thématique, je dis n'importe quoi, la prévention de l'AVC, que vous voyez une thématique sur laquelle vous avez des choses à dire, que vous réclamez de faire partie du groupe de travail, vous avez suffisamment de matériel, d'outils pour le demander. Donc la HS, c'est très important que ces interventions non médicamenteuses figurent à chaque fois qu'il y a raison d'y figurer, évidemment. L'INCa, pareil. L'INCa publie énormément de recommandations de bonnes pratiques pour les cancérologues. Vous devez être dans les groupes de travail, vous devez être représenté à l'Institut national du cancer. Alors, il y a évidemment des spécialistes. Puisque vous êtes une société savante transversale, vous avez évidemment aussi des spécialistes d'organes, j'imagine, qui travaillent avec vous. Mais ils ne sont pas forcément les porte-parole de votre société savante au sein d'un groupe de travail à l'INCa. Donc, vous devez être reconnu comme une nécessité. De la même façon qu'on a reconnu les patients comme indispensables dans les groupes de travail de ROCO à l'INCa ou à l'HAS, votre société savante transversale, elle doit être reconnue comme indispensable. Donc ça, c'est un travail de lobbying auprès des collégiens, auprès des directeurs. Vous devez vous faire connaître, prendre des rendez-vous, etc. L'ACNAM travaille énormément aujourd'hui sur la prévention et la promotion de la santé. Alors, elle travaille avec ses outils numériques. Elle essaye aujourd'hui, sur la base des données de l'assurance maladie, d'identifier des patients à risque sur lesquels on devrait avoir des actions de promotion de la santé ou de prévention primaire ou secondaire. Ce travail est en cours. Je pense qu'ils vont réussir à le faire. Donc, ils sont en train de travailler vraiment sur prévention et SNIRAM, donc les données de l'assurance maladie. Vous devez rencontrer Marguerite Cazeneuve et les gens qui travaillent avec elle sur ce sujet-là pour que cette identification soit associée à vos bonnes pratiques que vous pouvez évidemment mettre en regard des facteurs de risque. Après, vous devez vous faire connaître des
des CNP, des conseils nationaux professionnels, par pathologie. Et il y a évidemment des pathologies qui s'y prêtent plus que d'autres. Je pense à la diabéto, je pense aux maladies cardiovasculaires, je pense à la cancérologie. Vous devez exister dans les CNP. Les CNP, c'est quoi? C'est un ensemble de professionnels qui travaillent de près ou de loin sur une pathologie donnée. Donc il y a des syndicats, il y a des sociétés savantes, il y a des groupes de patients, des associations de malades. Vous devez en faire partie. Voilà, donc tout ça, c'est la première brique, c'est la première, avant je dirais, d'être capable d'être reconnu au niveau du grand public, parce que pour le grand public, faire la différence entre médecine complémentaire, médecine alternative et intervention non médicamenteuse, c'est très compliqué. Marguerite Cazeneuve est déjà effectivement embarquée dans cette aventure puisqu'ils ont écrit dans Chargé produit de cette année, en juin, donc un document en disant les interventions non médicamenteuses vont faire partie. Donc c'est le premier pied finalement dans un système beaucoup plus large de nomenclature de l'assurance maladie, mais en disant leur enjeu pour l'instant c'est surtout la traçabilité de ces interventions. Pour l'instant, finalement, il y a des remboursements qui peuvent se faire à l'aveugle et l'ambition est de dire on peut aller plus précisément. Je vais vous prendre un exemple très concret sur ce que vous avez évoqué sur le cancer. Sur le cancer du sein, effectivement, des essais cliniques ont pu démontrer qu'un programme d'activité physique adaptée va réduire la fatigue, mais avec une dose particulière, un contenu particulier, sur une durée limitée. Donc c'est un effet starter. Et en plus, ça peut potentialiser l'effet de certaines immunothérapies et en plus, ça peut avoir d'autres bénéfices, notamment sur l'anxiété, sur troubles dépressifs. Tout l'enjeu est de dire que l'intervention médicamenteuse, c'est sur un temps court. Et ce que vous évoquez sur les cohortes après, c'est finalement l'idée de l'engagement et sur une activité physique qui devient non plus supervisée par un professionnel de santé, mais qui est finalement des recommandations génériques d'une activité physique, on va dire, suffisante pour éviter une récidive. Et je crois que là, on a enfoncé un clou et on a eu beaucoup de mal à expliquer à la fois à l'assurance maladie, mais aussi à la CNSA, la différence qu'on peut avoir d'un côté entre la santé et finalement la recommandation générale ou générique de santé publique. L'un va avec l'autre et que finalement une intervention non médicamenteuse, c'est un effet starter qui permet finalement à comprendre qu'il y a des doses particulières et que la pétanque, je suis désolé, mais ce n'est pas une activité aérobie, une activité de renforcement musculaire qui va permettre d'avoir des effets significatifs sur des marqueurs ciblés. Effectivement, et l'un va avec l'autre. Donc tout l'enjeu est, et j'aimerais vous poser cette question-là, c'est qu'on est rentré dans des maladies qui sont complexes à cause d'origines multifactorielles. Elles sont génétiques, épigénétiques, elles sont comportementales, elles sont éventuellement environnementales. Et qu'aujourd'hui, on rentre dans une médecine de soins multiples et dont l'enjeu, avec les progrès que vous connaissez, de repérage précoce et de plus en plus précoce, de gens finalement où on va diagnostiquer quelque chose et que finalement suffisamment précocement, et dans le cancer vous l'avez vécu en tant que président de l'INCA, mais de ce repérage, on peut proposer effectivement des stratégies qui sont médicamenteuses ou non médicamenteuses, et comment vous pensez que demain et après-demain, tout ce qui va être de cet repérage précoce va amener peut-être encore plus d'engouement pour les interventions non médicamenteuses, mais encore plus de confusion, encore plus peut-être de difficultés à comprendre la différence entre les actions de promotion et des actions ciblées, personnalisées, contextualisées. Alors, vous avez dans votre schéma présenter quelque chose que j'ai trouvé extrêmement intéressant. C'est-à-dire que vous n'êtes pas simplement sur de la recherche interventionnelle, vous êtes aussi sur de la physiologie et éventuellement de la recherche d'amont sur la mécanistique. Et ça, je pense que ça va vous aider ou nous aider collectivement à repérer qui bénéficie le plus de ces interventions. On peut imaginer que chez quelqu'un qui a de l'inflammation chronique, on sait aujourd'hui à quel point ce problème est important dans la survenue de certaines maladies, notamment cardiovasculaires ou de cancer. On peut imaginer que certaines interventions ciblées vont avoir plus d'impact que chez des gens qui n'ont pas de marqueur d'inflammation, par exemple. Donc, je pense que vous allez vous inscrire... Alors, aujourd'hui, vous êtes dans la phase exploratoire, évidemment. Vous devez contractualiser avec des équipes de recherche plus fondamentales pour regarder la transcriptomique des cytokines, etc. Mais je pense que petit à petit, vous allez pouvoir identifier progressivement des populations ciblées sur lesquelles vous serez encore plus pertinent. Donc ça, je trouve que c'est très intéressant dans votre démarche parce que ce n'est pas juste une démarche d'aval pour aller vers l'intervention, puis comment vous appelez ça, pas l'application,
la transposition en population générale, mais vous avez aussi ce regard d'amont qui va peut-être identifier des risques génétiques. Voilà. Et ça, je crois que c'est l'avenir. Nous allons vers une médecine de plus en plus individualisée, et les patients le demandent. Donc, je pense que c'est l'avenir de la prévention de demain. Il y avait un point qui nous semblait aussi important. On va revenir sur l'aval et sur la recherche. Effectivement, vous avez été présidente de l'INCa et sur les fléchages, j'y ai participé. Je voyais ces expertises en disant parfois, on refait le refinancement d'une quasi-étude similaire sur laquelle la connaissance est là. Et la différence entre, et j'aime beaucoup le propos de Étienne Klein sur le goût du vrai, entre la science, donc la connaissance, et sur lequel il y a des sociétés savantes qui contribuent à pointer effectivement des connaissances scientifiques, et la recherche, c'est-à-dire là où on ne sait pas, où il faut encore chercher, et sur lequel il ne faut pas d'emblée dire que c'est mauvais, c'est scandaleux, mais au contraire d'encourager cette recherche. Comment les autorités publiques, je l'ai vécu dans ma propre histoire, mais les fléchages faisaient que dans les dossiers qu'on recevait à expertiser, soit c'était de l'essai clinique, mais quasiment c'était que de la biologie, et donc l'appel d'offres n'était fléché quasiment, et que seuls ceux qui le remportaient, et je remercie la Ligue nationale contre le cancer, maintenant je suis membre du comité scientifique de Ligue contre... Et donc je reçois ces dossiers-là en disant, mais si vous êtes évidemment sur la recherche médicamenteuse, il n'y a pas de problème. Mais de l'autre côté, tout ce qui relève finalement des actions intervention non médicamenteuses, ce sont des actions de santé publique qui finissent par des actions de promotion de la santé et pas d'intervention non médicamenteuse. Donc pensez-vous qu'un jour, France, Europe, allez, soyons fous, même pourquoi pas l'OMS, mais est-ce qu'on ne peut pas arriver à améliorer justement cette connaissance au niveau national, de faire comprendre que des fondations, que des organismes nationaux puissent un peu mieux flécher, comme ça se fait très bien dans le médicament, sur tel ou tel besoin, et qu'en effet, on arrête de réinventer la poudre. Et je voudrais juste vous donner cet exemple-là. Le président est doyen de la faculté de médecine de Nouvelle-Zélande, donc il y a très très longtemps, qui s'appelle Campbell, et un gériatre, a consacré sa vie à développer un programme de prévention de la chute chez la personne âgée. En France, c'est 2 milliards d'euros, dont 1,5 milliard de dépenses annuelles par l'assurance maladie chez les personnes âgées. Le message de santé publique général légitime, c'est « bouger plus ». Et on encourage évidemment toutes les personnes de plus de 80 ans de bouger plus. 1, on les expose à des chutes. Et 2, potentiellement, finalement, elles sont fragiles, elles risquent de chuter, et peut-être qu'il y a d'autres façons de faire. Et donc, il a consacré sa carrière, il a fini doyen de la faculté de médecine de Dunedin en Nouvelle-Zélande, donc 40 ans, en dire, regardez, j'ai trouvé un programme génial, ça s'appelle le programme Otago. J'arrive à faire une réduction significative de 30% des chutes, vous imaginez l'impact que ça peut avoir sur les chirurgies, sur les hospitalisations et autres, et en disant « coucou, j'existe, etc., je suis à l'autre bout du monde, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'entendre ?» Et finalement, on l'a mis dans notre référentiel comme l'intervention non médicamenteuse numéro 1, parce qu'effectivement, en France encore, quand on va dans les actions, en tout cas, ou dans les EHPAD, ou dans les structures de personnes âgées de proximité, ou dans les résidences, ben souvent le message est « bougez plus ». Mais non, vous vous exposez. Et donc, y a-t-il quelqu'un qui connaît ce programme Otago? Et donc avec toute la communauté, on se disait, il est temps qu'effectivement ce programme Otago soit connu, qu'il soit utilisé après, c'est les professionnels qui choisiront, mais vous voyez, il y a un enjeu de différenciation, parce qu'effectivement ces ambiguïtés font que les superbes solutions, coûts efficaces, validées, etc., elles passent complètement à côté de la trappe, et que ce savoir immatériel et la construction d'un patrimoine universel, de ce savoir immatériel, finalement, il est passé complètement de côté. Et donc, ma deuxième question, mais vous avez saisi, donc ça c'était la question d'aval sur la recherche, la question, non, plutôt d'amont, pardon, et donc la question d'aval, c'est tout ce qui relève de l'idée que la science est figée et qu'il n'y a que ce Vidal des interventions non médicamenteuses, et qu'on a fabriqué quelque chose qu'on va caler. Ce qu'on veut faire, c'est évidemment qu'il y ait des retours d'usage. Il y a beaucoup de patients et beaucoup d'associations de patients qui veulent contribuer. Donc un mot qu'on ne connaissait pas il y a 15 ans, exactement. Donc toute la partie des patient reported outcomes, mais aussi plus largement en fait du retour d'expérience des usagers et des professionnels à l'amélioration non pas de la profession, mais de l'intervention. Et donc notre référentiel veut faire ça, c'est-à-dire que veut permettre la collecte finalement du retour des usages pour que le créateur
monsieur, hélas, monsieur Campbell est désormais décédé, mais en tout cas, il y a des gens qui l'ont suivi en disant comment je peux avoir un retour d'usage en France et qu'il y a peut-être des ajustements à faire de mon programme pour le partager, l'améliorer. Et donc, c'est des bonnes pratiques d'un patrimoine universel d'actions de prévention et de soins, mais qui sont finalement immatérielles, et c'est difficile. Donc voilà, 2 questions sur le retour d'usage donc aval, et sur la question du fléchage des financements de recherche. Je vais d'abord répondre à la deuxième question parce qu'elle est plus courte et plus facile. Je pense que ça aussi, c'est dans l'air du temps. Les PROMS, c'est-à-dire les indicateurs de qualité de l'intervention, qu'elle soit chirurgicale ou médicamenteuse, c'est vraiment l'avenir de l'implication des patients de demain. Moi, je considère aujourd'hui que le modèle d'implication des patients dans les CME, par exemple, dans les hôpitaux ou dans les groupes de travail, ça a un côté un peu vieillot, un peu has-been. C'est pas parce qu'on a un représentant de patients que les patients sont vraiment écoutés, entendus et au centre de notre préoccupation. Donc, je suis très sensible au modèle de Montréal, où les patients doivent être des partenaires à part entière. Et quelle est la meilleure façon de les rendre partenaires? C'est de les rendre acteurs dans l'évaluation de ce que nous faisons. Donc les PROMS, pour moi, c'est l'avenir de la place des patients et de la qualité des soins. Donc c'est très important, effectivement, d'avoir ce retour. Il y a des sociétés savantes, ou en tous les cas des gens qui s'intéressent de près aux PROMS. Je vous conseille de prendre rendez-vous, par exemple, avec un de nos collègues de Necker qui travaille là-dessus, qui s'appelle Grégory Katz, parce qu'il construit des indicateurs de PROMS. La HS en construit aussi. Le problème, c'est que c'est très difficile de les valider, en fait. Entre la perception d'un patient sur la qualité d'une intervention qui prend en compte le plaisir qu'il a eu de rencontrer ses professionnels de santé, la facilité du parcours et vraiment la qualité de l'intervention elle-même, il y a un risque de mélange qui rend l'identification d'indicateurs de qualité vrais très difficile. Donc voilà, il faut se mettre faut se rapprocher, je pense, de gens qui travaillent là-dessus, que ce soit à l'HS ou à l'université. La première question que vous m'avez posée est beaucoup plus difficile. En fait, vous rejoignez la difficulté qu'ont toutes les personnes qui écrivent des recommandations, qu'elles soient non médicamenteuses ou médicamenteuses. On considère aujourd'hui qu'il faut une dizaine d'années entre une recommandation basée sur un rationnel scientifique prouvé, etc., et son application en population générale par les professionnels. C'est 10 ans pour que ça imprime. Et c'est vrai en France, mais c'est vrai aussi à l'échelon international, puisque l'OMS évalue aussi à 10 ans le fait que ces recommandations s'appliquent dans les pays. Donc, il y a cette nécessité de la formation. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on responsabilise un peu plus les professionnels de santé quand ils sont hors des clous, hors des recommandations, ou en tous les cas très éloignés. En tous les cas, ils devraient être non pas sanctionnés, parce que je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça, et je crois en l'evidence-based medicine qui prend en compte la recommandation, l'avis du malade et l'expérience du médecin. Donc je ne veux pas détruire ce triptyque, la recommandation n'est pas tout. Mais quand on s'éloigne systématiquement et trop souvent des recommandations, on devrait pouvoir avoir un retour, soit par la CNAM, soit par les sociétés savantes, pour pouvoir s'auto-évaluer. Donc, voilà, il y a quand même un enjeu de responsabilité des professionnels de santé dans l'application de ce qui est connu. Et puis après, vous posez vraiment la question de la construction de la connaissance. On le sait bien, et c'est vraiment la difficulté de faire comprendre ce qu'est une connaissance dans le grand public, c'est que la construction, une connaissance n'est validée que ex post. C'est-à-dire que tant qu'elle est en construction, vous pouvez avoir des avis de chercheurs divergents, vous pouvez avoir des études qui démontrent quelque chose et des études qui démontrent le contraire, la méthodologie va changer, la population de départ n'est pas la même. Donc, jusqu'à quand on est encore dans la construction de la connaissance et à quel moment la connaissance est validée. Et elle n'est validée que lorsque plus personne ne peut la réfuter. C'est ce que dit Popper. Donc, cette non-capacité à réfuter
un fait établi, vous ne le savez qu'à posteriori. Et ensuite, il faut que cette connaissance soit effectivement connue de tous. Alors là, c'est toujours pareil, c'est du lobbying, c'est la capacité à se faire connaître dans des congrès, c'est des conférences de consensus, voilà, il n'y a pas de recette miracle. Ce que vous racontez sur la prévention des chutes, c'est affligeant quelque part. Si on le sait depuis 30 ans, c'est triste. Mais c'est peut-être le moment de dire ça doit être notre préoccupation principale. On en fait une priorité, ça n'est plus possible. On fait une conférence du consensus avec les gériatres, avec la HAS, etc., où on met ça au milieu sur la table, on le pose et on se met tous d'accord et on en fait, on le médiatise. Voilà, je crois que là, c'est vraiment un savoir-faire de faire connaître. Ça n'est pas le métier que le savoir-faire de produire de la connaissance. Ce sont deux métiers différents. Et donc, vous avez besoin aujourd'hui d'un temps plein, en tous les cas dans votre esprit, de quelqu'un qui va promouvoir la connaissance des interventions non médicamenteuses validées au sein des institutions et au sein du grand public, parce que ça prend du temps. Merci, Madame la Ministre, de ces précieux conseils. Je crois qu'on peut applaudir parce que là, on a notre route qui se trace. Et mon cher Grégory, tu as entendu, donc on en a encore pour 7 ans, hein, à peu près, parce qu'on en a 3, il faut 10, c'est bon. On va aller à Genève. 2030, voilà, donc, c'est ça. si Madame la Ministre, vous en acceptez le principe, on peut se tourner vers la salle pour reprendre quelques questions. Est-ce que Mathis peut prendre le tu micro? peux nous aider Non, pour le c'est micro ou... Mathis prend le micro, voilà. Allez, le plus dur, c'est de se décider pour la première question. Ah, merci, Madame. Bonjour Madame la Ministre. Françoise Célin, je représente le collectif K, qui est un collectif de 19 associations dans le cancer. Alors on a parlé justement du rôle des patients. Les patients ont aussi cette préoccupation, et je ne sais pas si dans le référentiel vous avez aussi prévu cela. Il y a la pratique et savoir qui va pratiquer. Et est-ce qu'il y a la possibilité d'imaginer demain une plateforme où il y aurait un annuaire avec les praticiens des interventions non médicamenteuses qui permettrait aux patients de se dire eh bien là, on a des personnes qui, on va dire, sont des experts et qui sont quelque part labellisés, certifiés, pour donner justement beaucoup plus encore de poids à ces interventions non médicamenteuses qui aujourd'hui, comme vous l'avez dit, Madame Buzyn, c'est très... À la fois, les patients ne s'y retrouvent plus entre la médecine alternative, intégrative, des gens qui disent il faut faire ci, d'autres qui disent qu'il ne faut pas faire ça, des médecins qui sont complètement contre. Donc il était vraiment temps que vous existiez et que pour arriver à porter un petit peu de poids et faire un peu le ménage. Mais je pense aussi faut aussi penser à savoir qui va pratiquer et comment on peut le contrôler. Et évidemment, je ne pourrais pas évidemment m'empêcher de vous dire que vous pouvez vous appuyer sur le rôle des associations qui, bien évidemment, sont des vecteurs extrêmement importants pour faire passer ces informations-là auprès de la population. Et on va le faire comme on l'a prévu au mois de février par un webinaire. Merci. Alors, c'est très difficile parce que vous pointez du doigt le problème de la qualification des professionnels. C'est vrai pour les interventions non médicamenteuses, mais quelque part, c'est vrai aussi pour d'autres interventions de médecine interventionnelle classique, médicamenteuse ou chirurgicale. Et donc, aujourd'hui, une fois que vous avez votre diplôme, que vous avez un diplôme de docteur en médecine ou de spécialité, il n'y a plus de requalification. Donc, vous savez, c'est dans le débat public depuis près de 10 ans maintenant, de requalifier, d'être capable d'évaluer les pratiques. Et on sait qu'avec le temps, un certain nombre de professionnels peuvent diverger, par habitude, par oubli, par facilité. Et donc, il y a cet enjeu de la formation et de la qualification. Aujourd'hui, on n'est pas au bout. Il y a des pays beaucoup plus exigeants que la France en termes de requalification, avec quasiment des examens repassés, etc. En France, on ne le fait pas. Donc, je n'ai pas la réponse à votre question, mais par contre, on peut effectivement donner à connaître aux patients
quelles sont les personnes qui sont impliquées et qui, a priori, participent aux travaux. Alors en cancérologie, vous le savez certainement, l'INCa publie les guides Cancer Info sur tous les cancers, et normalement à la fin des guides, en tous les cas à l'époque où je présidais l'INCa, il y avait toutes les associations référencées et reconnues par l'INCa comme étant utiles pour se tourner pour un patient qui chercherait des réponses ou des professionnels. Et je pense que maintenant, il faudrait que vous arriviez collectivement à apparaître dans les guides de l'INCa comme une pratique nécessaire pour certains cancers, en tout cas que la définition de ce que vous faites soit présente dans les guides et fasse bien la différence avec les médecines alternatives et complémentaires, parce que les patients se tournent vers tout ce qu'ils peuvent et on connaît la vulnérabilité lorsqu'on est malade et à quel point le charlatanisme peut s'engouffrer, notamment en cancérologie. Donc là, je pense que ce serait utile pour vous d'apparaître dans les définitions sur le site internet de l'INCa et dans les guides Cancer Info. L'INCa nous soutient depuis le départ, hein, donc effectivement Norbert Ifra a toujours été partie prenante, donc sur le modèle d'évaluation, effectivement il nous soutient. Après, le passage maintenant à l'opérationnel, c'est effectivement avec les associations, donc merci de poser cette question, parce qu'en effet, on n'a qu'un rôle de diffusion ou de dissémination de l'information, et effectivement c'est par vous que ça peut passer, mais on a aussi un soutien extrêmement fort de la Ligue nationale contre le cancer, qui ont aussi des associations de proximité, où effectivement ce message du référentiel va pouvoir être relayé. Et on s'arrêtera là. Et je voudrais bien dire quand même que nous sommes une société savante et nous ne nous occuperons pas des professionnels. Il y a des syndicats, il y a des organisations professionnelles qui doivent faire le job et que nous ne sommes pas une société qui doit aller contrôler évidemment les organisations, les gens qui travaillent. À chacun son job. Nous, on est vraiment sur l'étape précédente qui est vraiment le partage de ces connaissances. On va prendre Mathis, tu vois. Merci. Laurence Baumann, je travaille au département de médecine générale de Paris 7. Je trouve très intéressant de parler de requalification, mais on va déjà commencer avec la qualification. Et en fait, les étudiants, la formation aux INM n'existe pas. La formation des étudiants, elle est basée sur l'intégralité du concours de l'internat, dans lequel, finalement, les INM n'ont pas une très, très grande importance. Par ailleurs, on est aussi confronté à un principe de réalité. Ce principe de réalité, c'est que les étudiants n'ont pas beaucoup de temps et que ne pas prescrire est quelque chose qui est beaucoup plus consommateur de temps que la prescription. Et malgré tous les efforts qu'on a pu faire ces dernières années, et on essaie d'enseigner la non-prescription aux médecins généralistes, hein, les autres, je ne sais pas, et j'ai d'affreux doutes à ce sujet. Mais en tout cas, pour ce qui concerne la non-prescription, c'est quelque chose de très difficile, et les étudiants ont beaucoup de mal à justifier la non-prescription, comme si les gras émoluments qu'ils recevaient à la fin d'une consultation étaient liés au fait que les patients partent avec quelque chose et avec un médicament. Donc ça va demander aussi une déconstruction très importante de la part des étudiants, mais ça c'est peut-être à nous, enseignants, de le faire, mais d'une façon générale, à la place magique que peut avoir le médicament, la place magique que peut avoir l'ordonnance, qui n'est pas la même place dans les autres pays d'Europe, où il y a beaucoup d'endroits où on dit buvez, mouchez votre nez, nettoyez le nez du gamin, vous verrez, ça ira mieux. Vous avez tellement raison, 100 fois raison. Hein. Nous sommes un pays qui prescrit 4 fois plus d'antibiotiques aujourd'hui que la moyenne européenne. Donc il y a cette facilité, cette demande de l'ordre. Je vais vous donner un exemple horrible qui est arrivé à ma mère de 88 ans il y a une semaine, qui a été voir son généraliste parce qu'elle était fatiguée. Elle est sortie avec 5 ordonnances, dont une IRM, un bilan biologique standard, des fortifiants, je ne sais pas quoi, etc. Et je lui dis, maman, est-ce que tu as pris ta tension? Est-ce qu'il t'a pris la tension? Tu avais combien? Elle m'a dit, ah non, il ne m'a pas examiné. Donc, je lui dis, va prendre ta tension chez le pharmacien. Elle avait 11 de tension à 89 ans, c'est trop faible. Donc, je lui dis, mais tu prends quel médicament? Donc, je m'en suis rendu compte qu'elle avait un bêta-bloquant qui était surdosé. Je lui dis, prends la moitié et puis ça ira mieux et elle va très bien. Voilà. Et ça, je me suis dit, mais comment on va faire en fait? Comment on va faire collectivement pour arrêter ces dérives? Et c'est vrai que c'est un mal français. C'est un mal des professionnels français, mais ils répondent aussi
à une demande des patients, parce que ma mère, elle était très contente, en fait. Hein. Elle n'a pas du tout pensé que c'était fou. Elle avait l'air heureuse et elle le trouvait très sympathique. Donc, comment on fait aussi pour acclimater la population au fait que quand on a un rhume et que c'est viral, eh bien on reste chez soi éventuellement 2 jours, on attend que ça passe et on se mouche, quoi. Donc, je n'ai pas la réponse parce que j'ai été mise à la santé 3 ans et ça m'a obsédée. J'étais à la chaise, ça m'a obsédée. Voilà. Pour autant, je ne sais pas faire. Il y avait cette campagne quand même, les antibiotiques, ce n'est pas automatique. Elle a bien fonctionné parce qu'elle est restée dans l'esprit des gens 20 ans après. Mais je pense que le problème n'est pas que la formation et que les étudiants. Le problème, ce sont aussi les malades. Merci. On prend une dernière question. Oui, merci. Merci beaucoup pour les très bonnes discussions et présentations de ce matin. Je suis Olivier Reynaud, je suis passionné de système de santé et je voudrais soumettre 3 mots supplémentaires aux intervenants. Le premier, c'est le mot intégration. Quand on pense à l'innovation dans le secteur de la santé, on est toujours déçu, on met parfois plus de 10 ans effectivement à intégrer ces nouvelles innovations, parce qu'on oublie que c'est une intégration, ce n'est pas une implémentation. On a toujours une vision simpliste des mérites scientifiques de cette innovation et qui font faire qu'elle va être adoptée rapidement. Intégration, ça veut dire qu'il faut avoir des system thinkers, des gens qui pensent système. Et ils ne sont pas nombreux en médecine. On les trouve généralement dans le monde de l'informatique, on les trouve dans le monde de l'aéronautique, qui fait de l'innovation sur des systèmes qui continuent à marcher. Donc on fait de l'innovation en continuant à marcher aussi dans la santé. Ayez des system thinkers dans vos équipes. Je pense que Mme Buzyn ne contredira pas. Le deuxième, c'est la collaboration. Et ça m'amène à la question de co-design ou co-idéation ou co-innovation. Co, ça veut dire collaboration. Ça veut dire qu'il faut inviter les gens tôt dans le process. Il ne faut pas innover puis dire maintenant on va collaborer pour le mettre en place. Il faut les inviter très tôt. Et ces gens sont des invités qui ne sont pas toujours présents. On a parlé des associations de patients, mais il y a des improbables suspects qu'il faut inviter. J'ai mentionné hier l'expérience de la Barbade avec l'hypertension. J'ai retrouvé la publication par PubMed, donc elle est disponible. L'expérience du rôle des coiffeurs à la Barbade pour la prévention de l'hypertension est une expérience très intéressante que je vous invite à découvrir. Enfin, j'utiliserai le mot gouvernance. Madame Buzyn, peut-être ça sera très important pour vous. Reconnaître que nous sommes en train de faire évoluer la gouvernance de la santé et qu'il faut là aussi inviter à la table des décisions dans la santé, pour le bien commun de la santé de tous, des voix qui ne sont pas aujourd'hui présentes. Des gens qui vont être les témoins du choix et des options de santé pour le bien commun de tous. Et c'est un exercice qui est difficile. Donc se poser la question de la gouvernance de la santé et ayez votre table à la gouvernance de la santé sera un message très important pour vous, Grégory. Je vous en prie. Si vous m'autorisez à rebondir sur ce que vous avez dit, vous avez tout à fait raison. Il y a une très grande différence entre intégration et implémentation. Implémentation, c'est une vision un peu simpliste et descendante, et intégration, ça nécessite un écosystème, des incitations. Elles sont parfois financières. Et quelque part, je rebondirais sur une de vos questions tout à l'heure en disant mais pourquoi dans les appels à candidature pour des études et de la recherche, pourquoi est-ce qu'on voit arriver de la recherche alors que ce sont des choses déjà validées. Même parfois, simplement, les gens cherchent à faire financer une intervention. Et la recherche n'est là que pour maquiller la nécessité d'un financement. Donc, et ça, on l'a vu et revu. Donc, c'est pour ça que c'est très, très important d'être très bien intégré dans la réflexion de la CNAM et de la HS, parce que c'est là où se joue la question de l'identification de ce qui fonctionne et qui doit être remboursé par la sécurité sociale. C'est une incitation qui permet l'intégration beaucoup plus facilement aux pratiques professionnelles que quelque chose qui est juste de l'ordre de la connaissance, mais pour lequel il faut du temps de soignant, qu'on n'a pas toujours, et c'est le cas en ce moment. Voilà, donc ça nécessite de penser l'écosystème, vous avez raison, et la gouvernance. Alors, la gouvernance, c'est très compliqué. Je ne veux pas vous parler de tous les vents contraires qu'on a quand on gouverne le système de la santé. Et ils sont parfois pas là du tout, on les croit. Le pire vent contraire, probablement, ce sont les élus locaux qui ne comprennent pas la transformation du système de santé et qui n'en veulent pas. Donc, en fait, voilà, on a des lobbying
qui sont pas seulement les syndicats, pas seulement parfois les patients, mais parfois bien au-delà. Et quand on n'a pas les élus locaux et qu'on n'a pas le Sénat, eh ben c'est assez compliqué de faire passer des lois. Merci infiniment. Je vais me permettre de conclure, parce que vous avez évidemment un agenda contraint, mais je voudrais dire à quel point on est en train de co-construire finalement une démarche scientifique qui va se dérouler jusqu'à l'application, mais que nous sommes qu'une société savante. Tout le monde doit être à sa place, tout à sa place et rien qu'à sa place. Et on veut bien occuper juste une partie de cette chaîne de valeur. C'est la raison pour laquelle nous allons à l'Europe, pour effectivement, avec les sociétés savantes françaises qui nous soutiennent, 30 sociétés savantes, à la fois l'INSERM, à la fois l'INCA et d'autres organisations, de dire qu'effectivement, on a quand même une mission de co-construire finalement avec, et ça a été très bien dit, et avec les patients, mais effectivement quelque chose qui nous dépasse tous. Et donc, merci d'avoir participé quelque part à donner du sens, parce que je pense qu'un de mes maîtres, Henri Pujol, dit que vraiment, il a beaucoup œuvré pour le plan cancer, et en disant qu'il est temps qu'on co-construise, que ce siècle des Lumières qui est dépassé et qui a l'air de dire que l'humanisme est en train de disparaître, ben peut-être que, enfin, quelques Américains en tout cas, ont l'air de dire des grosses bêtises par rapport à la science, et qu'il est temps que, peut-être qu'un certain esprit francophone, et je l'ai évoqué avec Jérôme Salomon, mais que la francophonie reprenne une place, en tout cas dans la santé, et je trouve que vous l'incarnez parfaitement, et donc nous voulons vous remercier au titre de la Société savante. Merci encore. Merci.